Donc vraiment tout ce qui est pas le fait de maquiller dans mon boulot. Parce que je trouve que c'est ce dont on parle jamais. Alors s'il y a des maquilleurs, bah, moi ça m'intéresse énormément d'avoir votre feedback, d'avoir vos méthodes à vous. On a chacun nos recettes. Du coup, j'ai pas du tout, la prétention d'avoir la bonne méthode, mais c'est ma méthode. Hem et puis, bah, même pour les autres techniciens du cinéma, j'ai remarqué que souvent entre nous, on connaissait pas toujours bien nos enjeux, on connaissait pas toujours bien nos problématiques, nos façons de bosser et qu'on s'enrichit toujours les uns les autres. Moi, je me suis beaucoup enrichie aussi pendant ces masterclass. Donc du coup, voilà, ça peut être l'occasion aussi d'apprendre à mieux se connaître, même quand on est déjà dans le cinéma. Moi, je vais essayer de situer un peu certains termes et certaines notions parce que quand on travaille pas en tournage, c'est pas évident. Donc pour ceux pour qui c'est un peu surexplicatif, je suis désolée. Donc voilà, donc moi, la première étape de mon boulot, ça commence quand je reçois un scénario. Euh, du coup, quand je reçois mon scénario, ce que je commence par faire, c'est le lire. Et à chaque fois, je me fais la même résolution. Je me dis, cette fois-ci, je prends pas de notes, je pense pas à mon travail, je vais juste lire mon scénar et je vais pas penser à tout ce qu'il y a autour et à la technique. Ça marche jamais, parce qu'en fait, je n'arrive pas à lire un scénario sans penser à mon boulot, parce que ça fait 11 ans que je fais ça et que je suis complètement déformée. En fait, à chaque fois que je vois des petits mots qui m'accrochent comme ça, je vais avoir besoin de l'écrire quelque part. Donc, en gros, ce que je fais, moi, en général, c'est que j'ai un cahier. Euh, et puis, sur la page de gauche, j'ai mon numéro de séquence. Je note, en général, tous les personnages qui apparaissent dans la séquence. Et un personnage, c'est pas forcément quelqu'un qui a un prénom. Ça peut être le serveur, parce qu'il a un visage. Donc, moi, je risque de voir le maquiller. Ça peut être un élève, ça peut être le gardien, ça peut être le passant. Parfois, je mets des points d'interrogation parce que quand on entend une voix mais qu'on ne sait pas si on voit le personnage, bah, je mets un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'image? Voilà. Donc, ma première étape de prise de notes d'un scénario, c'est de noter les personnages. Et puis après, j'ai des petits termes qui vont m'accrocher. Par exemple, alors il y a des trucs qui sont un peu évidents. Par exemple, le personnage fond en larmes. Bah, moi, ça m'intéresse si le personnage fond en larmes parce que bah, ça veut dire que cas de figure 1, il pleure tout seul. Donc moi, j'ai pas grand-chose à faire pour le faire pleurer parce que ça arrive qu'on va le faire pleurer. Mais bon, après, bah, son maquillage va être abîmé, il va avoir les yeux rouges. Donc, bah, il y a des produits qu'on met quand les comédiens ont les yeux très rouges pour les blanchir, parce que si on doit refaire la scène, bah, il faut pas qu'il ait l'air complètement explosé dès le début. Euh, Peut-être qu'il va pas pleurer tout seul. Donc nous, on a aussi des techniques. Alors après, je dis pas que c'est pas bien de pas savoir pleurer tout seul, mais bah, quand on refait une prise 15 fois, faut les trouver les larmes. Et puis parfois, on commence souvent par les plans très larges et les comédiens font monter l'émotion sur les premières prises et tout. Et puis pour les gros plans après, où on voit vraiment l'émotion, bah, il reste plus rien parce que ça fait 3 heures qu'on est dessus. Donc nous, pour ça, on a aussi des produits. On a des gouttes de menthe ou des choses comme ça qui peuvent aider. Et puis pareil, toujours après, il faut nettoyer, il faut remettre à zéro le maquillage. Donc, bon, je note ce genre de choses. Je vais noter si on dit le personnage fait du sport, est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il va falloir mettre de la fausse transpiration? On ne sait pas. Est-ce qu'on est en hiver? Là, il transpire pas beaucoup. Est-ce qu'on est en été? Il va peut-être transpirer plus. Je vais noter, bah, je sais pas, par exemple, si le personnage se lave le visage. Pour moi, c'est important de savoir qu'il va avoir le visage mouillé. Ça peut abîmer le maquillage, puis on refait après. Je vais noter s'il y a de la nudité. Ça, c'est vachement important parce que déjà, c'est plus de travail, parce qu'on a plus de peau, parce que bah, tout simplement, il y a des comédiens qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, c'est aussi des journées où on va prendre plus soin d'eux, où on va être plus attentif, où on va aussi peut-être passer plus de temps alors que c'est pas toujours nécessaire parce que ça va faire partie d'un processus pour les rassurer. Je vais noter aussi bah, s'il y a des tatouages, de demander au réalisateur ou à la réalisatrice si c'est un vrai tatouage du comédien, s'il faut le créer. Je vais noter aussi si, par exemple, le personnage doit avoir l'air fatigué. Alors, ce qui est hyper pratique pour ça, par exemple, c'est que quand c'est une femme, si c'est un film où il y a, par exemple, une maladie qui s'installe ou une descente aux enfers, un peu genre, admettons, un personnage qui va perdre son travail, se faire larguer, enfin, qui va vivre des épreuves comme ça, bah, par exemple, ce qu'on peut proposer, c'est faire un maquillage un peu beauté comédienne tout le long du film, et puis quand arrive un point de rupture, de la maquiller moins. Et en fait, souvent, bah, un peu comme dans la vie, quand il y a une femme qui est tout le temps maquillée au travail,
Le jour où elle n'arrive pas maquillée, en fait, elle a sa vraie tête, mais on lui trouve l'air fatigué. Donc, c'est des petites astuces. Donc, je vais noter toutes ces choses. Et puis, je vais aussi noter des suggestions pour moi. Par exemple, des questions qui ne sont pas forcément dans le scénario, mais que moi, je me pose. Par exemple, une comédienne, un jour de semaine, qui dîne chez elle. Ben, c'est con, mais est-ce qu'elle s'est déjà démaquillée si elle était maquillée pour le travail? Et puis, si c'est le week-end, est-ce que c'est quelqu'un qui se maquille quand elle ne va pas au travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui se maquille quand personne ne la voit? Et puis, même quand on ne doit pas avoir l'air maquillé, en fait, il y a mille façons d'avoir l'air pas maquillé. Par exemple, il y a des personnes qui vont être plus ou moins rouges, et puis il y en a d'autres qui vont être très, très clean. Et ça donne aussi des indications sur le caractère du personnage. C'est-à-dire que sans que ça se voit, on peut aussi subtilement donner des petits indices comme ça aux spectateurs pour l'orienter dans une perception du personnage. Donc tout ça, c'est des choses que je vais noter. Donc je vais avoir, en général, ça prend la forme d'une très longue liste de questions qui sont en général en deux parties, c'est-à-dire par séquence. Donc tous ces petits indices que j'ai pris dans le scénario, et puis par ailleurs, moi, ce que je me demande sur les personnages. Ensuite, la deuxième étape de mon travail, et en général, c'est celle que je préfère, c'est quand je rencontre le réalisateur ou la réalisatrice. Et là, c'est trop chouette, parce que du coup, c'est quelqu'un avec qui j'arrive, et puis je dis, bon, j'ai plein de questions, et je sors mon cahier, alors en général, ils ont un peu des coups d'yeux, et puis je pose toutes mes questions dans l'ordre, et alors la plupart du temps, c'est des questions qui ne s'étaient pas posées. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on peut y dire ensemble. Et ça, c'est un truc que je trouve passionnant, parce qu'en fait, quand ça se passe bien, et vraiment 95% du temps, c'est le cas, on se retrouve à proposer des choses et apporter des solutions et apporter de la richesse. Et ça, c'est vraiment un truc trop cool. Parce que moi, ce que je déteste dans mon boulot, c'est devoir contraindre, devoir dire non. Et en fait, à ce stade-là, tout est possible. Et du coup, c'est vraiment génial. Et donc, du coup, ben, souvent, ils n'ont pas réfléchi à ça. Et donc, on y réfléchit ensemble. Et donc, on va dire, est-ce que c'est une femme, par exemple, qui se maquille quand personne ne la voit, comme je disais? Est-ce que c'est une femme qui, dès qu'elle va aux toilettes, se retouche un petit peu? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'autorise à être un peu négligé ou pas? Est-ce que c'est, par exemple, il y a des femmes d'une certaine génération, enfin, en général, on appelle ça des deux neuves, quoi, qui vont être toujours nickel, mais qui vont toujours avoir la même tête. C'est-à-dire des femmes qui vont se maquiller de la même façon depuis 20 ans. À l'inverse, il y a des femmes qui vont changer, expérimenter avec leur look. Donc ça aussi, on peut faire plein de propositions différentes et puis aussi évoluer en fonction de si elles sont au travail mais qu'elles savent qu'elles sortent après, on se maquille pas pareil, si elles font qu'une sortie, si elles se sont remaquillées dans les toilettes d'un bar, si elles se sont démaquillées, si elles se sont pas démaquillées après avoir pas dormi chez elles, quand elles ont eu une rencontre ou une très longue soirée, voilà. Donc tout ça, c'est un peu la caractérisation des personnages. Il arrive aussi qu'on ait des réalisateurs qui aient beaucoup réfléchi à leur personnage et à ce moment-là, on peut avoir, par exemple, je vais vous partager un exemple, on peut avoir ce qu'on appelle des mood boards. Et alors, quand on a un mood board, ça peut ressembler... Où est-il? Alors, évidemment, je ne le trouve pas. Non, je ne vais pas le trouver. Donnez-moi une seconde. Si, il est là. Ça, c'est un mood board que j'ai reçu pour un court-métrage. Alors, c'est un peu particulier parce que c'était un court-métrage où tout se passait le temps d'une pièce de théâtre. Du coup, il n'y avait pas d'évolution au sens propre des maquillages. C'était un maquillage à trouver pour chaque personnage et puis qu'on faisait vivre en fonction de ce qui se passait. Mais vraiment, il fallait le visuel, le look de chacun. Donc moi, j'ai reçu ça, qui était aussi pour le cheveu, pour plein de trucs. Quand j'ai reçu ça, moi, j'ai plein de questions quand je reçois un truc comme ça. Parce que, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ma souris, sur ce maquillage-là, précisément, on a des yeux très brillants. Ça, c'est très joli en mode, en photo, mais en fait, les matières mouillées comme ça, il faut les retoucher sans cesse. En tournage, c'est un cauchemar. Du coup, quand j'ai rencontré la réalisatrice, je lui dis, est-ce que vraiment tu es mariée avec ce look ou est-ce qu'on peut juste, voilà, s'inspirer plus peut-être de cette partie-là, mais avec ces couleurs-là. Je lui ai dit pareil, là, les sourcils sont cachés, est-ce que c'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup? Elle m'a dit non, ce que j'adore, c'est le doré. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des tests de maquillage. Donc ça, c'est l'étape d'après, quand le projet le permet, parce qu'il y a assez de sous, il y a assez de temps, c'est un peu les deux nerfs de la guerre, et qu'en plus, les comédiens sont présents dans la ville où on se trouve, parce que bah, moi, j'ai la particularité d'être une maquilleuse parisienne.
mais j'ai plein de copines qui vivent pas à Paris, qui viennent pour les tournages, mais pour les préparations de tournage, elles sont pas là. Ou alors les comédiens eux-mêmes ne vivent pas ou plus à Paris. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir faire des tests pour ce film-là. Et donc, par exemple, ce mood board a été traduit comme ça. Donc ça, c'est une des comédiennes principales. Donc on peut voir qu'on a gardé effectivement les couleurs, le dégradé, l'aspect un peu masque, mais qu'on n'a pas gardé l'aspect mouillé parce que la réalisatrice ne tenait pas plus que ça et que du coup, moi, ça m'arrangeait vraiment de le supprimer parce que ça me faisait gagner un temps fou et aussi un résultat en plateau. Là, on a le garçon. Alors lui, c'était facile. Elle m'a dit, c'est entre Keith Richards et Jack Sparrow. Donc en gros, j'ai fait un smokey eye, un œil charbonneux un peu crade. Alors lui, vraiment, il était écrit en 5 minutes, c'était hyper facile. En plus, c'était un garçon qui avait peur qu'on lui touche les yeux, donc c'était très bien que ça n'avait pas besoin d'être nickel. Elle, c'était rigolo. Alors là, par exemple, la notion de test prend tout son sens, parce qu'elle voulait un aspect doré très jaune. Sauf que quand on a fait les tests et qu'on l'a mis en lumière dans le théâtre, on s'est rendu compte qu'on avait des lumières très colorées, donc soit très bleu, soit très jaune, soit très rouge. Et qu'en fait, le jaune disparaissait complètement. Moi, c'est un truc que j'avais anticipé, mais je voulais quand même voir ce que ça donnait en plateau. Et du coup, on a fait cet aspect un peu orangé euh, qui ressortait à la lumière et qui donnait pas du tout le même aspect en lumière que ce que ça donne là en photo. Et ça, c'est notre comédienne principale. Alors au début, elle voulait un truc un peu rosé, un peu comme la première comédienne qu'on a vue. Et en fait, sur elle, déjà, ça marchait pas trop en termes de look, et surtout, elle avait l'air d'être une deuxième version. Et comme c'était le personnage principal, ce que je lui ai proposé au moment des tests, on a testé ce qu'elle voulait, parce que c'est important que les gens voient aussi concrètement le résultat de ce qu'ils demandent. Et ensuite, je lui ai proposé complètement autre chose. Donc ça, c'est un maquillage comme celui d'avant qui est réalisé par mon amie Émilie Bach, qui m'a épaulée sur ce tournage. C'est une fantastique maquilleuse de mode et de tournage que j'aime beaucoup, à qui je fais un bisou. Et du coup, on lui a proposé de faire quelque chose dans les tons froids. Parce que comme c'est un personnage qui est en antagonisme avec les autres, on a proposé que ça soit la seule qui soit dans cette gamme de couleurs-là et qui ait ce type de maquillage-là. Et du coup, ça l'a démarqué d'une part vraiment des autres. Et en plus, là, c'est une photo du plateau. On peut voir que c'est un maquillage qui lui permettait, en termes d'expressivité, beaucoup plus de choses, parce que la forme de bandeau qui était prévue la figeait dans une expression. Donc ça marchait très bien pour les autres personnages qui étaient plus univalents, mais elle, c'était un personnage un peu plus complexe, donc on avait envie qu'elle puisse s'exprimer différemment. Voilà, donc ça, par exemple, c'est des tests de maquillage, mais les tests de maquillage, c'est pas forcément des maquillages complets. Par exemple, alors attention, c'est une image un peu plus trash parce qu'il y a un œil au beurre noir. Si jamais il y a des gens un peu plus sensibles, peut-être pas regarder maintenant. Après, ça reste léger. Hein. Ça, c'est un test d'œil au beurre noir qu'on a fait pour un personnage qui est alcoolique et qui s'est battu, qui est tombé la veille, on ne sait pas trop. Et quand le film démarre, il a déjà ce cocard. Donc ça, c'est le cocard de départ. Donc ça, c'est le test. Et ça, c'est la version plateau. Donc on a allégé un petit peu parce qu'avec le chef opérateur, on a trouvé, et le réalisateur, du coup, on regardait que ça et que c'était pas terrible. Et du coup, voilà, ça, c'est la version plateau. Donc ça, c'est ma photo raccord. Donc on peut voir ce que ça donne. Donc en gros, une fois qu'on a fait ces tests, cet entretien avec le réal, moi que j'ai soit des photos des acteurs, soit je les ai rencontrés, soit j'ai pu aller sur Google pour voir un peu leur tête, il me reste 2 phases dans ma préparation de tournage. Il me reste un truc hyper concret qui est faire un budget. Parce qu'en fait, et c'est là où on ne parle plus avec le réalisateur ou la réalisatrice, mais avec la production. C'est moins créatif comme phase. Hein. On va pas se mentir, c'est pas forcément ce qu'on imagine quand on dit qu'on va bosser dans le cinéma ou dans la couleur ou dans le dessin ou dans les visages, mais il faut le faire aussi en fait. Et c'est important de savoir estimer déjà un peu à la louche quand on vit un scénar et qu'on a un premier idée de comment ça va se tourner, de se dire ça c'est un film à 500, c'est un film à 1000, c'est un film à 3000, enfin, même si c'est toujours une estimation de pouvoir déjà voir si c'est quelque chose qui rentrera dans la fourchette de prix ou pas. Donc du coup, là, moi, ce que je fais à ce stade-là, c'est que déjà, j'appelle tout le monde pour savoir si je peux avoir des partenariats, si on peut avoir des produits gratuits, s'il y a des marques qui seraient intéressées. Bon, spoiler, c'est rarement le cas parce qu'en fait, maintenant, ils préfèrent donner aux influenceurs et aux influenceuses parce que les films, c'est moins de visibilité immédiate, on ne sait pas quand ça va sortir, on ne sait pas comment sont les images, ça peut être un peu politique. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué les partenariats, mais on se débrouille. Et puis ensuite, je fais un budget. Donc, par exemple, pour vous montrer, dans la partie pas toujours
hyper sexy, mais par exemple, un budget, ça peut ressembler, là, c'est un budget de long métrage que j'ai fait et une liste de matériel et du coup, ça peut ressembler un peu à ça. Alors, le temps que ça s'ouvre, je suis désolée. Où en gros, bah, moi, j'ai fait une première liste avec tout ce dont j'aurais besoin et ensuite, j'ai noté ce que j'ai réussi à avoir gratuitement. Donc là, c'est en vert, parce que c'est cool. Et puis, ce que j'ai pas gratuitement, je note à chaque fois que j'ai acheté mes fournisseurs. La case, elle est en rouge tant que j'ai pas encore la facture. Voilà. Après, moi, je suis un peu, j'ai un peu un problème avec ça, c'est que je suis une grande fan d'Excel et des tableaux, et c'est ma façon de fonctionner visuellement, ça m'aide, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et du coup, bah, j'ai la somme en hors taxe parce que les produits parlent en hors taxe, donc on apprend aussi à parler de son TVA et à faire la gymnastique mentale à chaque fois. Et puis, bah, il y a des trucs auxquels on s'attend pas, mais par exemple, quand on achète un truc sur Amazon, bah, Amazon, les vendeurs, ils donnent pas forcément de facture. Donc, il y a aussi un moment pénible où non seulement on est en train de préparer le truc, on a mille choses à penser, mais il faut relancer 50 fois son vendeur Amazon pour qu'il envoie cette bonne facture qu'on n'a pas. Et donc, du coup, on ne peut pas se faire rembourser. Ou justifier une avance de frais si on a eu une avance de frais, c'est chouette. Voilà. Ça, c'est un long métrage que j'ai fait avec mon amie Claire Guichard, qui est elle aussi une maquilleuse incroyable. Et c'était un grand plaisir. Et voilà. Et on a eu des beaux partenariats. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a préparé son budget, qu'on a aussi dit à la production, bah là, par exemple, il y a 14 comédiens, donc il me faut un renfort, donc on négocie le salaire de son renfort, on négocie le fait d'avoir une grande loge s'il y a plus de comédiens ou de figuration ce jour-là, ou alors on dit, bah là, par exemple, on commence à tourner à 5 heures du matin, est-ce que tu sais si la régie a prévu une lumière, parce qu'il fera nuit, donc on ne va pas pouvoir maquiller dans le noir. Une fois qu'on a fait tout ça, ou en parallèle, on fait les documents de travail. C'est-à-dire que ça, c'est un autre plan qu'on ne connaît pas très bien sur notre boulot en général et dont on ne parle pas trop en école, je trouve. C'est de savoir préparer un document. Donc, pour faire rapidement une situation, un scénario, c'est construit un petit peu comme une pièce de théâtre où il y a des scènes. Une scène dans un scénario, c'est une séquence. C'est-à-dire, en gros, c'est un moment. Donc, ça va être, donc, nous, là, on est dans la séquence où je vous explique ce que c'est bon boulot. Quand je vais après aller boire un verre chez ma voisine pour me remettre de mon stress d'avoir dû vous expliquer tout ça, ça sera une autre séquence parce qu'on ne sera pas au même endroit au même moment. Et du coup, sur un plan de travail, c'est-à-dire un planning de tournage, les séquences sont tournées, mais pas forcément dans l'ordre. Et ça, c'est un autre truc qui est très important pour notre boulot. C'est-à-dire que si une comédienne ou un personnage sort de son boulot et puis hop, après, elle est à la Défense, on la voit dehors, puis on la voit dans le métro, puis on la voit chez elle, tout ça, c'est des séquences différentes. Et puis, bah, il est probable que tout ce qui est tourné dehors à la Défense, on le tourne en même temps. Mais dans l'histoire, ça sera dispatché à différents moments du montage et à différents moments du film. Donc, nous, ça va inclure le fait que on va devoir faire des modifications de maquillage au fur et à mesure de la journée. Parce que, par exemple, alors ça, c'est juste pour vous montrer, c'est un plan de travail de long métrage. Je vous le montre pour vous donner une idée un peu de la tête que ça a comme document. C'est un document où il y a énormément d'informations parce que tous les différents jobs sont censés se retrouver dedans. Donc, c'est complexe. Moi, je vais vous montrer plutôt, j'ai pris en exemple un plan de travail de court-métrage parce que c'est un peu plus facile. Donc, c'est un court-métrage que j'ai fait il y a quelques temps, il y a 1 an et demi. Et donc, vous pouvez voir ici que ça, un bâton comme ça, c'est une journée. Et donc, dans cette journée, on voit les séquences, donc les scènes qu'on va tourner, les décors que ça implique. Parfois, il y en a 2. Comme ici, c'est Bigou. Et puis là, j'ai flouté parce que pour la confidentialité quand même. Mais on voit les personnages. Et donc, si on zoome, on voit que par exemple, ce jour-là, donc un personnage, c'est une ligne, c'est un numéro. Ce jour-là, il y a 6 personnages. Par contre, là, il y en a un peu plus parce qu'il y a de la figuration. Bon. Du coup, même visuellement, ça aide à voir ce qui va être une grosse journée, ce qui va être une petite journée. Donc moi, mon travail, c'est aussi de prendre ce document-là, de l'ingérer et puis d'en ressortir des documents qui vont faire que quand je serai en tournage et que j'aurai dormi 4 heures et que je serai crevée et que peut-être j'en aurai un peu marre vers la fin, je sais pas. Enfin, j'adore mon boulot, mais c'est quand même un métier qui est très fatigant, que j'ai pas besoin de rouvrir un scénario, de me dire attends, là elle sort du boulot, mais attends, on est quel jour, quand est-ce qu'on a tourné avant, quand est-ce qu'on tourne après, elle est maquillée comment déjà, non. L'idée, c'est de créer des documents
où j'ouvre mon classeur, en général j'ai des lutins, j'ouvre mon classeur et je me dis, ah, séquence 14, ok, c'est tel jour, ok, c'est telle photo. Et du coup, mon but, c'est de beaucoup réfléchir avant pour pas avoir besoin de réfléchir après. Et du coup, pour ça, je vais produire un document qui s'appelle une continuité. C'est un terme un peu barbare, mais en gros, c'est un document qui restitue sous forme de grille toutes les infos que moi j'ai besoin d'avoir quand je tourne. Donc, par exemple, ça c'était un tournage que j'ai fait, donc c'est le même que celui du plan de travail. Là, c'est une continuité où on voit tous les personnages à gauche. Ici, on voit une indication sur le personnage qu'ils incarnent parce que c'est un film où les personnages vivent plein de métamorphoses, évidemment. C'est pour ça que j'ai choisi, c'est parce qu'il est intéressant. Là, on voit par exemple ici tout ce qui se passe en live en maquillage. Par exemple, une comédienne, alors c'est des raccourcis, une comédienne qui corrige son fard à paupières et se remet du fond de teint. Ah bah ça nous intéresse vachement, ne serait-ce que parce que plus on se remet du fond de teint, plus on a d'épaisseur. Donc du coup, à force, on va devoir faire des retouches. On voit qu'elle se remaquille. On voit que là, il y a un personnage dont on doit cacher des tatouages parce que le comédien est tatoué, mais que ce personnage-là ne doit pas l'être. On voit, bon, alors c'est un petit peu sale, il y a des faux seins aussi. Bon, ça, c'est un film que j'ai fait avec Sarah Parizet, qui est encore une incroyable maquilleuse à qui je fais un bisou, qui était chef là-dessus et qui a fabriqué des faux seins incroyables. On voit qu'on doit cacher des tatouages encore, qu'il y a de la sueur. Et ça, c'est tout ce qui est un peu parallèle, mais qui nous intéresse aussi. Par exemple, elle a un foulard et des lunettes. Bon, bah là, franchement, si on fait que ça ce jour-là, on va pas s'embêter à lui faire un beau maquillage des yeux raccord. On va aller vite, on va faire le teint, la bouche, et puis c'est tout. Donc ça, c'est un exemple de continuité. Une fois qu'on a fait tout ça, je coupe. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien tous nos documents, qu'on a bien toutes nos questions, on peut passer au tournage. Et je me dépêche parce que je crois que ça fait déjà une demi-heure. Mais en gros, le tournage, c'est la partie qu'on comprend le mieux. Parce que c'est là où notre boulot redevient maquillé. Donc c'est là où en plus, on est un peu comme un lion qui va sortir dans l'arène parce que ça fait parfois 2 semaines qu'on est sur Excel, qu'on est à faire les magasins, qu'on envoie des mails. Et franchement, moi, c'est pas ma passion. Moi, si je fais ce boulot-là, c'est pour pas faire un boulot de bureau. Et en général, quand je prépare un film, à ce stade-là, j'en ai marre. J'ai envie d'être en plateau. Mais même en plateau, il y a encore plein de choses qui ne relèvent pas directement du fait de maquiller et qui pourtant sont complètement notre travail. Et notamment, la dernière chose dont j'ai envie de vous parler, euh, c'est les photos raccords, qui sont un élément hyper important. Parfois, on en voit circuler. On voit des vieux Polaroids sur le tournage de Star Wars, par exemple, où on voit les acteurs dans des situations hyper quotidiennes ou qui posent comme ça, un peu comme des piquets. Bon, ça, c'est un peu l'image d'Épinal de la photo raccord, mais on ne sait pas toujours bien à quoi ça sert. Et une photo raccord, typiquement, nous, ça nous sert en fait à pouvoir reproduire le maquillage et le look de manière générale, parce que les coiffeuses, les costumiers ont les mêmes problématiques, à pouvoir reproduire le maquillage sur un jour où ça devra être monté juste avant ou juste après ce qu'on vient de faire, mais où nous, ça ne sera pas tourné juste avant ou juste après. Et sur le moment, on se dit, moi, quand je travaille toute seule, que je n'ai pas de chef ou d'assistant, je suis toujours un peu tentée de ne pas prendre de photos parce que je me dis, non, mais pour moi, c'est évident, je sais que son eyeliner, il est comme ça, je sais que j'ai utilisé tel fond de teint, sauf qu'en fait, dans 3 semaines, quand j'aurai assez dormi, que je serai fatiguée et qu'il sera passé un million de choses entre-temps, je m'en rappellerai pas. Et du coup, ça, c'est aussi toute une organisation à apprendre à avoir. Alors, il y a des gens qui impriment leurs photos raccords, un peu moins en maquillage, plutôt dans d'autres postes. Ou alors, si c'est pas le cas, dites-le moi, ça m'intéresse aussi. Moi, il se trouve que mon imprimante est pourrie et que les cartouches d'encre, ça coûte cher, et du coup, je fais ça plutôt en version numérique. Mon outil de choix, c'est Google Drive, parce que c'est pratique. Avec Gmail, on peut se partager les autorisations facilement. Donc, en général, j'ai un gros dossier par film, et dedans, j'ai des sous-dossiers avec un dossier photo raccord, et puis un dossier par personnage et par look. Un look, ça peut regrouper plusieurs séquences. Si par exemple, le personnage est maquillé comme ça toute la journée, mais dans beaucoup de lieux différents, ou que c'est une femme qui se maquille toujours pareil, ou par exemple que c'est un homme. Et à ce moment-là, à moins qu'il se prenne une patate ou qu'il transpire, il sera maquillé toujours à peu près naturel, sauf s'il doit être fatigué. Ou... Voilà. Donc en gros, une unité de maquillage, c'est un dossier photo.
Et pour vous donner des exemples, comme ça c'est un peu plus visuel, parce que bon, pour une présentation maquillage, on n'a pas vu grand-chose. Des exemples de photos raccords, ça peut être très varié. C'est pas forcément le dessin d'un eyeliner. Ça peut être, là par exemple, c'est un comédien qui saigne du nez au tout début du film, on ne le voit pas forcément beaucoup, mais par contre, il a son coton. Donc, c'est con, mais genre, quelle taille fait ce coton, à quel point il dépasse de la narine et de quel côté il est. Moi, si je tourne ça dans un mois, je m'en rappelle pas forcément. Donc, c'est bien d'avoir une photo. Ça, par exemple, c'est une comédienne qui devait avoir une petite plaque un peu façon eczéma sur le coude. C'est pareil. Moi, j'ai besoin de la référence pour pouvoir la refaire à l'identique. Ça, c'est une comédienne, c'était une scène de baston, et puis elle s'est fait une petite tache de son. Oui, mais manque de bol, on l'a vu à l'image, du coup, je le prends en photo et je le répercuterai si on retourne un truc qui est directement raccordé à ça. Ça, je l'ai pris en photo pour pouvoir gérer la petite coupure, et puis pour la position du pansement. C'est cool, c'est pas du maquillage, mais c'est sur son visage, donc ça, moi, je m'en occupe. Là, on voit bien le pansement, et donc ça, c'est une photo où justement, je vais pouvoir couper le truc à la même longueur, et puis le replacer pareil. Ensuite, ça, c'est des... Donc, on a aussi les mains. Pardon, j'avais oublié. Voilà, les phalanges exposées, les mains sales, c'est un film de zombie, la position des tatouages, tout ça, c'est important. Ça, par exemple, c'est une photo raccord d'un film de Loïc Villepin qu'on a fait... ça date, ça fait 7 ans, je crois. Et donc ça, on a tourné ça en septembre. Sauf que, il se trouve que pour des raisons techniques, on a dû tourner là-bas en octobre. Donc du coup, j'ai repris la photo, et ça, c'est la comédienne en octobre. Bon, malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé des photos exactement dans la même position. On n'a pas une superposition parfaite, mais vraiment, on a retrouvé les mêmes zones. Donc là, on voit sur le front, ici, qu'il y a des zones de salissure. Et ça, c'est le comédien du film. Donc pareil, sur le front là, sur le côté, il y a un truc un peu qui a caillé, etc. Et donc ça, c'est la version octobre. Donc on a septembre et octobre, voilà. Ensuite, on prend aussi des photos de la figuration. Ça, c'est un court-métrage étudiant de guerre d'Alexandre Donau. Et du coup, là, par exemple, il y a des traces de salissure, on doit les reproduire. Alors, quand c'est de la figuration, on est un peu moins regardant, mais disons que si sur un plan, le mec derrière est tout sale et que sur le plan d'après, il est tout propre, ça fait un peu désordre. Donc, on essaye quand même de reprendre. Là, ça va être des photos qui ont un peu de son. Donc, si jamais vous n'aimez pas ça, regardez pas maintenant. C'est un film que j'ai tourné au Kosovo en septembre, où c'était une blessure. Donc là, le personnage vient de se faire casser la gueule, donc il a du sang. Il n'en a pas énormément parce qu'on a décidé de rester après discussion dans quelque chose d'assez léger. Donc il n'est pas noyé de sang non plus, mais on voit que c'est un peu humide, que c'est encore un peu frais. Et ce maquillage-là, il a fallu le faire évoluer. Donc moi, j'ai pris en photo mes stades. Donc ça, c'est le stade d'après. Quand il s'est un peu essuyé, on voit que ça a un aspect plus sec. Donc c'est le même jour, mais si le comédien, là, en l'occurrence, il doit arriver quelque part et avoir l'air plus propre parce que peut-être en attendant, il s'est passé un coup d'eau ou un mouchoir, pour moi, c'est un deuxième maquillage. Et le troisième, c'est celui-ci, où ça fait plusieurs jours. On voit que le bleu a commencé à bleuir, ici aussi, ça a dégonflé, et qu'il reste juste une petite coupure. L'astuce sur ce film, c'est qu'on n'a pas du tout tourné ça comme ça. On a commencé par ce passage-là. Après, il s'est mis à pleuvoir, donc on a dû s'arrêter. Ensuite, on a tourné de mémoire ce passage-là. Donc là, moi, j'ai ressorti ma petite photo pour avoir l'emplacement, un peu la gravité, etc. Ensuite, on a tourné ça. Donc pareil, j'ai ressorti mes petites photos. Et ensuite, on a fait des prises de celui-là qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Donc en fait, on a fait en 4 étapes des choses qui vont avoir l'air de se passer dans leur chronologie. Et ensuite, je vous ai pris des petites photos pour finir d'un personnage que j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer parce que c'est la même comédienne, mais c'est 3 maquillages différents sur le même film. Ah oui, donc ça, c'est des photos du combo, du retour vidéo, parce que pareil, c'est bien d'avoir aussi ces photos-là pour savoir ce qui s'est vu à l'image. Donc là, on voit un peu les stades. Et donc, cette comédienne-là, on a un premier maquillage, un deuxième maquillage et un troisième maquillage. Et tout ça, c'est sur le même film. Mais ça, c'est important d'avoir des photos. Et puis, du coup, moi, j'ai aussi mon petit cahier. J'ai aussi mon petit cahier. Et du coup, dedans, je vais noter... c'est le rouge à lèvres MAC Ruby machin numéro 12 avec gloss truc par-dessus. Enfin, voilà. Donc, on a toutes nos petites prises de notes. Et puis, le soir, quand on rentre chez nous, on upload tout ça.
à chaque fois, on se dit: «Non, j'ai la flemme, je peux pas dormir». Mais en fait, non, il vaut quand même vraiment mieux le faire le soir même parce que moi, je me connais, c'est pas le matin ou dans la journée que je vais avoir le courage. Donc moi, souvent, je fais ça, dans le métro ou dans le Uber du retour en fin de journée de tournage. C'est un peu mon rituel et comme ça, je les mets sur mon disque, en ligne et ça me fait finir ma journée, quoi. Voilà. Je pense que j'ai un peu couvert. Il y aurait plein d'autres trucs à dire. Enfin, j'espère que c'était pas trop rébarbatif parce que c'est vrai que souvent, quand on pense maquillage, on pense maquiller. Mais là, j'avais vraiment envie de raconter tout ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je sais pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai Oui, assez défini. Voilà. il y a des questions, Marie. Tu m'entends? Cool. Je vous écoute. J'écoute Sarah. Alors, du coup, j'ai Clément et Charles qui sont les deux plus gros questionneurs. Ça n'existe pas, mais je vais inventer le mot pour eux. Donc, c'est les plus gros Ouais. questionneurs là sur les lives. Alors, Mhm. Clément demande, si on met de côté les maquillages SFX, les réalisateurs sont-ils généralement intéressés par le maquillage ou est-ce que c'est un domaine qu'ils laissent de côté? C'est une bonne question. Alors moi, je peux parler que pour la France parce que c'est le seul pays avec lequel je travaille. Parfois, je travaille ailleurs, mais souvent pour des Français. Euh, Souvent, il y a un manque d'intérêt, mais qui est plus dû à un manque de familiarité. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens s'en fichent en soi du maquillage, c'est juste que c'est un sujet qui est très mal connu et que du coup, ils n'y pensent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'on peut faire avec. Et souvent, quand on leur propose des choses, ça les intéresse vachement. Par exemple, j'avais fait un film, c'était une co-réalisation, c'était deux femmes qui réalisaient. Et c'était une nana qui était le personnage principal, qui était fascinée par une influenceuse sur Instagram et qui finissait par vivre un peu sa vie par procuration. Et quand on a fait notre entretien de pré-tournage, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce qu'elle la copierait pas? Alors, pas un truc non plus, tout d'un coup, elle se teint en blonde ou elle s'habille pareil. Mais par exemple, que la scène d'après, elle ait le vernis à ongles qu'elle a vu juste avant sur l'influenceuse ou qu'elle ait un peu la même teinte de rouge à lèvres. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut proposer et souvent, les réalisateurs n'y pensent pas parce qu'ils savent pas en fait que c'est possible. Donc il y a effectivement un manque souvent, c'est vraiment pas le cas de tout le monde, mais il y a souvent un manque de réflexion en préalable autour de ça, mais parce qu'ils y pensent pas. Et du coup, quand on en parle et qu'on propose des choses, par contre, en général, il y a un intérêt et on peut créer un truc hyper riche. T'as jamais été confronté à des réalisateurs qui savaient pas forcément répondre à tes questions? Excuse-moi de te poser ces questions-là. Si, Qui si, savaient pas bah en fait, ouais. Et qui se sentaient un peu bloqués justement par ces questions de caractérisation auxquelles ils n'avaient pas forcément bah, de réponse, quoi. c'est ça. Parce que moi, j'ai des questions qui sont à la fois hyper vastes et hyper précises. Ça va être de est-ce que c'est quelqu'un qui se maquille pour aller faire un jogging à est-ce que là, au moment du dîner, elle est déjà démaquillée. La première question, on peut en parler. La deuxième, en général, ils ne savent pas. Donc, quand je vois que le réalisateur ou la réalisatrice n'a pas forcément la réponse à ça, j'essaye de faire un peu un entonnoir. C'est-à-dire que je vais commencer par réfléchir à comment tu vois le personnage, genre si tu dois décrire une comédienne ou un personnage de série pour l'évoquer, à qui tu penses. Et puis ensuite, le noir, c'est-à-dire que tu dis, ok, mais par exemple, est-ce que ce personnage, alors en plus souvent, excuse-moi Sarah, souvent les réalisateurs font un peu aussi leur thérapie, puis ils parlent des gens qu'ils connaissent, donc dire, est-ce que c'est un peu ta mère, est-ce que c'est un peu ta grand-mère, est-ce que c'est un peu ton père, est-ce que c'est un peu ton boss, et du coup, après, moi, je trouve dans mon langage la traduction qui m'intéresse pour mon métier, quoi. Mais l'idée, c'est de comprendre où le réalisateur ou la réalisatrice a envie d'emmener son personnage. Souvent, il sait pas, enfin, il sait, mais pas sur le maquillage. Et du coup, moi, je traduis ça et je propose des choses. Du coup, la question d'après de Charles, c'était justement ça, c'était quelle est ta part de liberté créative en général sur les tournages? Est-ce que tu peux avoir le dernier mot ou est-ce que tu dois te plier? Alors, je reprends exactement sa phrase. Est-ce que tu dois te Ouais. plier aux desiderata des comédiens et comédiennes et des réals ou est-ce qu'ils sont bien à l'écoute de tes avis? C'est vrai que ça, c'est un truc dont j'ai pas tellement parlé et c'est dommage parce qu'une demi-heure, finalement, ça passe super vite. J'ai pas beaucoup parlé des comédiens et des comédiennes et c'est vrai que nous, une grande partie de notre boulot, c'est de les préparer pour l'image, mais aussi un peu humainement. C'est-à-dire de faire en sorte qu'une fois qu'ils sortent de la loge, ils se sentent capables d'affronter une caméra, une équipe, de sortir des émotions. Enfin, c'est quelque chose de très difficile. Et du coup, il arrive aussi qu'on passe en fonction de comment le comédien ou la comédienne se sent bien. Par exemple, sur un film que j'ai fait récemment, le comédien, il n'aimait pas ses sourcils. Et du coup, il voulait absolument qu'on lui densifie, qu'on lui maquille ses sourcils. Bah ça, il y a un moment où si la réalisatrice n'avait pas été d'accord, moi, je me serais retrouvée un peu dans un porte-à-faux vis-à-vis des deux, et je l'aurais probablement fait quand même. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet au comédien de sortir de la loge et de se sentir prêt à affronter son taf.
Et du coup, c'est toujours un peu une espèce de tension entre tous ces besoins-là. Avoir le dernier mot, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse en soi. Ça m'intéresse quand je sais que j'ai raison et que le résultat sera meilleur dans ce que souhaite l'artiste en face. J'ai pas envie d'avoir le dernier mot par rapport à un réal ou une réale si ça dessert son projet. Par contre, si je sais que je peux faire encore mieux dans sa vision, là, j'insiste. Mais après, la liberté, elle existe. Après, moi, mon but, c'est d'accomplir un peu une vision, une ligne directrice. Donc, finalement, tant que ça, c'est possible. Après, si moi, de temps en temps, je m'amuse sur un truc particulièrement parce que j'avais envie de le faire et j'ai pu me proposer, c'est cool. Mais moi, je suis quand même, enfin, je m'estime vraiment au service d'eux, quoi. Alors, autre Je sais question pas de si ça Charles. répond vraiment. Est-ce que tu as une préférence pour les films dont le style demande un travail de maquillage entre guillemets spécial, comme en SF ou en fantastique, ou plutôt des films dont les personnages nécessitent un make-up plus classique, mettant en valeur la beauté ou l'originalité de leurs traits? Moi, j'aime tout. Et surtout, j'aime que ça change. C'est-à-dire que si je fais un film où il y a énormément de maquillage super créatif pendant un mois, je vais en avoir marre et je vais avoir envie de passer à un truc hyper naturaliste. Et si je fais un truc hyper naturaliste pendant un mois, je vais avoir envie de faire des trucs plus créatifs. En fait, j'ai pas vraiment de préférence. Ce que j'aime, c'est que ça change tout le temps. Et c'est quand même un métier incroyable pour ça. C'est qu'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de routine. Enfin, donc non, j'ai pas de préférence. Moi, j'aime tout. Après, j'ai du mal avec les personnages de femmes clichés, cucu, gnangnan, sexistes. J'essaye de les déconstruire le plus possible et ça m'est arrivé de refuser des films et des projets parce que je trouvais que l'image des femmes était pas cool. Mais après, en dehors de vraiment de convictions militantes et éthiques personnelles, moi, tout m'amuse en fait. Alors du coup, question de Clément. Est-ce que tu pourrais nous dire ou nous expliquer s'il y a eu d'évolutions dans ton métier depuis les dernières avancées technologiques et j'imagine que il parle de pas de quelque chose en particulier, mais je pense qu'il y a tout ce qui est l'HD, donc le fait qu'on voit de mieux en mieux et de plus en plus précisément en fait les visages. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Et est-ce qu'il y a de la R&D entre guillemets pour suivre ces avancées? Et du coup, je ne te vois plus. Est-ce que tu m'entends? Ah, Ouais, tu je t'avais m'entends? perdu. Ouais, en fait, je vis en confinement avec 3 apparts de voisines et je pense que mon truc avait dû se connecter sur Bluetooth, quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Et là, Est-ce que tu veux que je te répète la dernière question en la ouais, reformulant mieux? je veux bien. Du coup, Clément demandait comment s'adaptent les maquilleurs et maquilleuses aux avancées technologiques du cinéma. Donc, je pense qu'il pensait, tu sais, à la Ouais, réalité et au fait qu'on voit très bien les visages maintenant. ouais, Est-ce qu'il y a toujours de la R&D pour suivre ces avancées? La ouais, recherche et développement. complètement. C'est vrai que ça, c'est un truc dont j'ai pas du tout parlé parce que je voyais le temps défiler un petit peu, mais clairement, moi, ce qui me passionne au départ dans le cinéma, c'est la technique. Et du coup, je suis venue au maquillage via mes études d'art plastique et le dessin. Mais en vrai, moi, ce qui m'éclate, c'est de savoir aussi quelle caméra on utilise et aussi de savoir reconnaître les lumières et de savoir anticiper comment ça va être éclairé et ce que va donner mon maquillage en telle et telle lumière. Enfin, et du coup, moi, je me renseigne beaucoup sur les différentes caméras, etc. Je sais qu'il y a des marques qui vont avoir un rendu de peau plus rouge, plus vert, plus net, plus diffus. Bon. Et puis, bah, effectivement, les avancées, moi, j'ai eu la grande chance de commencer il y a une bonne dizaine d'années, au moment où le numérique arrivait, où on commençait à tourner en appareil photo, où on commençait à avoir des définitions hyper poussées. Et c'est vrai que ça, bah, ça joue beaucoup parce que forcément, plus on a d'informations dans l'image, plus on voit la peau, plus on voit le maquillage. Et du coup, moi, mon travail sur le teint, parce qu'en fait, 95% de mon travail de maquillage, c'est du maquillage qui est fait pour ne pas se voir. C'est-à-dire que tout ce qui est le maquillage des yeux, les effets, etc., quand on fait de la fiction, c'est presque un peu à la marge, en fait. Moi, c'est surtout le teint. Et en fait, moi, mon travail maintenant, ça devient presque de savoir quand ne pas maquiller, ou quand m'arrêter de maquiller. Parce que bien sûr, hein, on peut toujours en rajouter, mais ce qui est hyper important, c'est de trouver le bon équilibre entre le moment où on a atteint le résultat qu'on veut et le moment où le maquillage va commencer à se voir. Et du coup,
Voilà, faut trouver ça. Et c'est vrai que ça, plus les caméras ont une définition, plus c'est difficile. Et en même temps, c'est hyper excitant parce qu'on est aussi à une époque où les peaux deviennent de plus en plus naturelles. On est sorti de cette espèce de truc des années 90-2000 où les gens étaient des espèces de masques uniformes, un peu les maquillages journal télé, quoi. Ils sont encore beaucoup, mais que moi, je trouve dégueulasse. Enfin, c'est pas du tout une critique vis-à-vis de ces maquilleurs-là parce que c'est ce qu'on leur demande et ce qui est possible dans le temps qu'ils ont, quoi. Et dans les contraintes. Mais c'est vrai qu'en cinéma, maintenant, on sent les pores de la peau, on sent les petites veines. Et ça, c'est hyper cool. Mais c'est vrai que ça, c'est très, très lié. Enfin, le maquillage et la technique caméra évoluent vraiment main dans la main. Est-ce que, tu peux nous expliquer comment tu gères, j'aime bien la question parce que tu pourrais la partager avec les figurants. Comment tu gères les moments d'attente lors d'un tournage? Est-ce que tu as toujours quelque Ah, chose à faire ou non? Demande Clément. j'ai perdu mon écouteur. Moi, j'ai une vie intérieure très riche. J'ai beaucoup de chance. Il se passe plein de trucs dans ma tête. Et du coup, je m'ennuie jamais. Et en plus, en vrai, c'est pas de l'attente, c'est de l'attention. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'essayer de guetter ce qui se passe autour de nous. Et on est un peu souvent la cinquième roue du carrosse. Et c'est pas du tout une critique, c'est comme ça. C'est comme on est toujours un peu à mi-chemin entre la loge, le plateau. Les gens savent pas trop ce qu'ils font, ils connaissent mal notre métier. Et du coup, ils vont pas forcément nous donner les informations ou répondre à nos questions. Et puis, on n'est pas forcément bienvenu si on pose des questions parce que les gens sont tous très occupés. Et du coup, c'est beaucoup essayer de. On a l'air de rien faire, mais en fait, on écoute tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un changement d'objectif photo ou vidéo, ça nous impacte. Une modification de lumière, ça peut vouloir dire que nous, on a le temps de faire la retouche qu'on voulait faire, mais on voulait ralentir personne. On va guetter tout ce qui se passe autour pour avoir besoin de poser le moins de questions possible. En tout cas, moi, j'essaye le plus possible d'être invisible et indétectable. Et en fait, si je fais bien mon boulot, je le fais sans que personne se rende compte que je le fais. Donc, en fait, c'est de l'attente, mais c'est de la vigilance, quoi. Et du coup, je m'ennuie pas parce qu'en fait, j'écoute tout ce qui se passe tout le temps. Et puis, même quand je fais rien, en fait, je regarde les gens exister, je les regarde faire son boulot. Enfin, moi, je trouve les gens tellement beaux quand ils font des trucs qu'ils aiment. Et je trouve ça tellement incroyable, cette espèce de petit miracle de faire des films. Et puis que tout d'un coup, il y a quelque chose qui était dans la tête d'une personne qui existe physiquement sur un plateau, qu'en fait, moi, ça fait 11 ans, mais je suis toujours totalement fascinée par ça. Donc, en fait, non, je m'ennuie Tu ne t'ennuies jamais. jamais. Enfin, si, ça m'arrive quand je bosse pas, mais quand je bosse, je m'ennuie pas. Non, mais c'est très bien parce que tu fais le métier que tu aimes, donc c'est normal. C'est incroyable, hein. On a de la chance quand même. Oui, tu m'étonnes. Clément a une Ouais. autre question qui dit, Oui, donc alors avec les photos raccords, ne fait-elle pas, donc ouais. ne tue pas, un peu doublon avec un ou une script dont le travail est de s'assurer de la continuité générale du film? Complètement. Après, pareil, quand on fait bien notre boulot, le ou la script s'occupe pas du maquillage. En fait. Le script, c'est pas son boulot de gérer les raccords de tout le monde. Il le fait ou elle le fait si les gens l'ont pas fait ou un bug à un moment où sont un peu genre ailleurs et ont pas la bonne photo, le bon truc. Mais dans l'idée, moi, les scripts, en général, je vais les voir en début de tournage et je leur dis, écoute, si tu as des questions ou des remarques ou un truc où tu as l'impression que ça m'échappe, n'hésite pas à me le dire, mais sinon, dans l'absolu, je me gère, quoi. Et comme ça, ils peuvent s'occuper plutôt de tout ce qui est continuité de mise en scène, de caméra, etc. Et puis moi, je m'occupe de mon truc, quoi. Ok, donc ouais, vous marchez main dans la main finalement. Avec les... Ouais, c'est ça. Alors, question spécifique de Vincent. Combien de couleurs compose la palette d'une maquilleuse? Pour un tournage, transportes-tu toute ta palette ou juste des couleurs spécifiquement demandées ou sur nomenclature? Alors, moi, en général, je trimballe une valise qui est plus ou moins chargée et plus ou moins lourde selon les projets. Quand c'est un long métrage, en général, on fait une valise qu'on laisse avec le camion de matériel et qu'on ne déplace plus ensuite. Ça, c'est trop bien parce que c'est super lourd. Moi, ma valise, elle doit faire entre, je sais pas, 15 et 20 kilos selon les projets. Donc, dans le métro, c'est un peu chiant. Puis c'est un peu chiant quand il y a des grèves aussi. Et sinon, le matériel, on a un peu euh, une base commune à tous les projets, c'est-à-dire c'est par exemple les trousses qui comportent tout ce qui est lié au teint. Donc les correcteurs, les fonds de teint, les poudres, tous ces trucs-là, on les prend un peu tout le temps. Et puis après, moi j'ai aussi une trousse de fard à paupières. Alors après, c'est pas forcément une palette, c'est plein de produits différents que je mets ensemble. J'ai une trousse avec plein de rouge à lèvres, j'ai une trousse avec que des palettes. Et en fait, ça, c'est propre à chacun. Chaque maquilleur et chaque maquilleuse a vraiment son matériel et ce avec quoi il ou elle aime travailler. Euh,
Donc, on s'adapte à chaque projet. Souvent, en début de projet, on prend beaucoup plus de choses qu'à la fin, parce qu'à la fin, on connaît un peu les besoins de chaque comédien et de chaque look. Au début, on prend toujours un peu plus au cas où. Et puis, ça dépend aussi si on assiste ou si on est chef. Si on assiste, le chef peut très bien dire prends juste tes pinceaux et puis prends, si tu as une ou deux poudres avec lesquelles tu aimes bien travailler, mais sinon, viens avec un sac à dos, quoi. Donc, ça dépend vraiment. Et puis, ça dépend aussi, par exemple, moi, là, le dernier long que j'ai fait avec mon ami Pierre Guichard, on a eu des partenaires, on leur a demandé de livrer directement à la production les produits. Comme ça, nous, on ne faisait pas un aller-retour supplémentaire avec. Donc, c'est hyper variable. Et puis, ça dépend, non seulement ça dépend des projets, mais ça dépend des professionnels, quoi. Alors, Vincent toujours demande ton maquillage le plus difficile que tu as eu à faire. Ah, je sais pas. C'est pas évident. Je pense que je suis désolée parce que les comédiens et les comédiennes, je vous aime tellement fort et vous êtes la raison pour laquelle je fais ce boulot-là en premier. Mais je pense qu'il y a plus des comédiens compliqués que des maquillages compliqués. Euh, un- je pense que j'ai eu plus de mal avec des gens, mais souvent, parce qu'après, des maquillages plus techniques que d'autres, il y en a, mais ça, à la limite, on s'entraîne et on finit par y arriver. Et puis moi, quand il y a des trucs que je sais pas faire, genre il y a pas longtemps, j'ai dû faire des pouces qui s'enfonçaient dans des yeux, je sais pas faire ça. J'ai appelé une amie, Annika Gel, pour qu'elle le fasse pour moi, parce que c'était trop poussé. Mais donc voilà. En gros, des trucs, on sait les faire, mais on ne sait pas, ou on sait qu'on peut les apprendre ou pas. Parfois, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on ne trouve pas le bon maquillage, le bon look. Et ça, c'est ce qui est le plus frustrant parce que techniquement, on sait qu'on peut y arriver. Et puis, humainement, il y a un truc qui coince. Et ça, c'est vraiment un travail à faire pour déjà se décentrer de son ego, pour pas se dire c'est moi qui n'y arrive pas, c'est moi qui me mets en défaut. C'est pas toujours facile. Et puis en plus, pour réussir à comprendre. Et en fait, souvent, ça va être un complexe, un malentendu, un blocage sur un produit, un look, un problème qui date d'un plateau précédent qui a été importé. Enfin voilà. Moi, j'ai pas de souvenir de maquillage difficile en soi. C'est plus, j'ai eu des moments où on a mis du temps à se comprendre, quoi. Du coup, justement, en parlant d'équipe et de gens avec qui tu travailles, Charles toujours demande est-ce que les réals et les prods sont plutôt fidèles à leurs équipes de make-up artistes et est-ce que du coup tu travailles souvent avec les mêmes? Ouais, ouais, j'ai de la chance. J'ai des équipes que j'aime beaucoup et avec qui je travaille régulièrement. Et puis après, je suis désolée, j'ai mal là, mais j'ai un chat dans la gorge. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas parlé autant d'affilée aussi. Après, nous, les plus fidèles, c'est, en tout cas dans mon expérience à moi, pareil, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir d'autres retours. Les plus fidèles, c'est les autres maquilleuses. C'est aussi pour ça que j'ai essayé de les citer, les Claire, les Émilie, les Mildred, les Sarah, les Amélie. C'est toutes ces copines-là, c'est elles qui me font bosser en priorité et que je fais bosser en priorité quand on ne peut pas bosser, quand on n'est pas disponible, qu'on est sur autre chose, qu'on est en arrêt maladie, que sais-je. Et oui, les équipes sont fidèles et ça fait du bien, c'est des petites familles aussi. Moi, j'avais une question à te poser Ouais, qui me brûle les lèvres depuis qu'on se connaît, vas-y. un petit moment déjà. Du coup, il y a très longtemps, plusieurs années, tu m'avais parlé d'un bouquin. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'était un bouquin dont tu rêvais qui coûtait très cher. C'était un bouquin de médecine, je crois. Ouais, À l'intérieur, plein de trucs dégueulasses. Donc, c'est de qui notre devait te mondial. servir voilà, pour tes maquillages. Et j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça parce que justement, où est-ce que tu trouves tes références quand, c'est parce qu'on va parler de trucs pas drôles, mais en même temps, quand tu dois faire un corps abîmé, comment tu trouves tes références Et bah, je vais sur Google Images. Et le problème de Google Images, c'est qu'en fait, on ne sait jamais vraiment où sont sourcées les images. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai dû faire le bleu sur le vieux monsieur là qu'on a vu, bah, j'ai regardé plein d'images de bleu et de beurre noir. Sauf qu'en fait, la moitié de ces images, c'était des maquillages. Donc du coup, en termes de réalisme, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'à une époque, notamment quand j'étais étudiante, je me suis beaucoup basée sur les livres de médecine et les sites de médecine. Alors, au niveau des trucs vraiment pas drôles, au début, je faisais mes recherches images le matin avec mes céréales au petit-déj et après, j'ai arrêté de faire ça. Je l'ai fait le soir parce que je tombe. Et, euh, et du coup, c'est pas évident sur Internet de savoir si ce que tu regardes, c'est vraiment ce que tu cherches. C'est-à-dire, par exemple, si je cherche un bleu tout frais, bah, est-ce que c'est un vrai bleu tout frais ou est-ce que c'est un bleu qui a 24 ou 48 heures? Bah, ça, tu sais pas forcément. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est maquillé pour avoir cette tête-là ou pas? Est-ce que c'est une vraie image? Donc, c'est vrai que les livres de médecine, pour ça, ils sont pas mal. Après, maintenant, j'ai la chance d'avoir
des maquilleuses et des maquilleurs d'effets spéciaux fabuleux, notamment Sarah, dont je parlais tout à l'heure, Sarah Pariset, et à qui je peux demander justement, est-ce que ça te paraît bien? Est-ce que tu aurais des références pour ça? Et du coup, souvent, c'est un mélange de recherche d'images et puis de consultation d'autres gens, quoi. Et justement, au niveau de la collaboration, par rapport au maquillage un peu particulier, parce que, par exemple, un corps noyé, bon, on sait à quoi ça ressemble, malheureusement, on peut trouver des références. Par contre, voilà, si par exemple, allez, je te fais le réalisateur ou la réalisatrice qui vient te voir et qui te dit, «Moi, ce que je voudrais, c'est, je sais pas, il y a un gars qui sort qu'on a retrouvé, il s'est fait kidnapper par des extraterrestres, on l'a retrouvé, il est dans un état pas possible, mais j'ai envie qu'il soit comme ci ou comme Vas-y, on ça. fait ça. Est-ce que tu peux, oui, pardon, ça vient de moi, donc c'est forcément une est-ce que tu peux travailler avec le réel dans ce Ah cas-là? bah de ouf, c'est tout Ce cool. à quoi ça va Parce que ressembler? du coup, t'as pas de. C'est Mathieu, dont j'ai regardé la classe, qui était génial, qui disait le plus difficile à faire, c'est le réalisme. En fait, si tu pars sur des extraterrestres, c'est trop cool parce que tout est à inventer, il n'y a rien qui existe. En fait, on a des références d'imaginaire collectif, mais après, on s'éclate. Et du coup, c'est vrai que construire un truc qui n'existe pas, c'est hyper excitant, quoi. Et tu peux travailler directement avec le ou la réal, ou est-ce que ça va être plutôt, tu as souvent des demandes déjà très fixes et on va dire, moi, ce que je veux, c'est qu'il soit comme ça? Ça dépend vraiment complètement des gens. Et puis parfois, les gens pensent savoir ce qu'ils veulent. Et en fait, soit en le voyant, soit en discutant, finalement, ils savent ce qu'ils veulent, mais la façon dont ils pensaient le transcrire visuellement, c'est pas ça. Et parfois, c'est aussi savoir dire, je vois exactement ce que tu veux dire, mais on va pas le faire comme ça. Et ça, c'est pas facile. Et du coup, c'est aussi beaucoup un travail de traduction, parce qu'en fait, personne parle maquilleur. Enfin, à part des réals hyper branchés maquillage, et il y en a très peu en France, c'est hyper rare. Donc nous, on traduit dans nos termes et notre savoir-faire à nous. Et c'est aussi un travail de mise en confiance, de savoir leur dire, OK, c'est ton bébé, c'est ton projet, et tu as l'impression que je pars pas dans le bon sens, mais fais-moi confiance. En fait, là, je vais là où tu veux aller, mais juste pas par le chemin que tu pensais. Et ça, c'est pas toujours évident, mais quand ça se passe bien, c'est trop cool, quoi. Oh, du coup, il est 26. On a fait le tour des questions Eh, qui ont été posées. Mais du coup, si tu veux aller y répondre plus en détail, tu ouais, peux le faire. avec Tu disais, plaisir. Et puis ça m'intéresse beaucoup aussi, si jamais il y a d'autres maquilleurs qui étaient là ou qui regardent plus tard. Moi, j'ai appris pas mal avec des chefs, mais essentiellement en renfort ou en assistanat ponctuel. Et vraiment, mon métier de chef maquilleuse, je l'ai construit un peu en patchwork. Et du coup, s'il y a d'autres méthodes, d'autres façons de faire, moi, tout m'intéresse énormément et j'adore apprendre. Et donc, vraiment, si vous voulez en parler, ça me ferait hyper plaisir. Et je suis fermée à rien en termes de retour, quoi. bon, bah, je pense que le message passera. Alors, merci beaucoup, Voilà. Marie. Et C'était puis, grosse solidarité aux intermittents en période de corona aussi. J'espère que ça va pour vos heures. J'espère que vous êtes indemnisés. J'espère que ça va aller. Syndiquez-vous pour ceux qui sont pas. Pardon, je fais mon tout petit passage militant minuscule, mais les syndicats font un boulot de dingue pour qu'on ne se retrouve pas le bec dans l'eau tous à la fin de tout ça. Donc, n'hésitez pas à les soutenir, n'hésitez pas à leur écrire. Ils sont là, même quand vous n'êtes pas encore syndiqués, si vous avez des questions. Voilà. je vais Et te retenir bon courage encore, à tous. je vais te retenir encore 2 secondes finalement Ouais. parce que Clément pose une autre question là au dernier moment. Merci Clément, c'est cool. C'est bon. Euh, Au est-ce moins, il parle, qu'après quoi. est-ce qu'après 10 ans sur les plateaux, tu n'as jamais eu envie de réaliser un film de maquilleuse, entre guillemets, comme il existe des films de cascadeurs ou des films de chef-op qui sont axés sur leur pratique en particulier? Ah non, évidemment, j'ai aussi écrit parce que je crois qu'on écrit tous. Puis en ce moment, là, tout le monde écrit, genre on va avoir 50 films sur le confinement dans 2 ans. Mais oui, j'ai écrit aussi. Après, ce que j'ai écrit n'est pas forcément un film de maquilleur. Il y a du maquillage, mais c'est surtout axé sur l'histoire. Euh, mais j'ai pas forcément envie de parler de mon boulot dans ce que j'écris. Après, j'ai la chance incroyable que si un jour je peux réaliser des films, je vais avoir des maquilleurs de dingue. Mais, euh, mais non, j'ai pas fait de film de maquilleur en projet. Ok, bah merci beaucoup Marie, encore une fois. Merci à toi, c'était trop cool. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop rébarbatif. Et puis bisous à tous. Salut, merci Marie. Salut.